pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et pourquoi j'irai gratter Dédé, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où, ce Dédé? Dédé! Qui est con, ce cochon? Eh bien, le bonjour, chers amis spectatrices et spectateurs, et bienvenue dans Les Films et Moi. Bonjour les cochonous, c'est Jean-Gérard. Et vous savez, des fois, la nostalgie... Ça peut être une pute. Ah ouais, tu commences direct, comme ça. Bah, faut dire ce qui est, mon cher Jean-Gérard, mais je suis né en 1995 et je fais partie de cette génération qui a vu la technologie évoluer à vitesse grand V de motard, et surtout y avoir accès dès le berceau. À son apparition en 1956, le magnétoscope est devenu un véritable vivier du divertissement pour toute la famille dans les années 80 et même au-delà, ce qui a permis l'essor des innombrables vidéoclubs pullulant partout et des nombreuses cassettes pour les plus grands et les plus petits. Et bon Dieu qu'on a pu en poncer des mètres de bande magnétique. Mais c'est aussi durant cette période qu'est apparu en 1978 le laserdisc. Et comme toute technologie nouvelle, c'est forcément gigantesque pour ce que c'est. Pour les néophytes, c'est en fait un gros disque où le film est gravé sur les deux faces, où une face peut représenter jusqu'à 60 minutes du film. Et donc vous comprenez l'inconvénient de cet outil, c'est que même pour un Disney, il fallait lever son gros air-train de feignasse pour aller retourner le disque et ensuite relancer le film. Ouais, c'est un gros entracte forcé quoi. Alors imaginez pour Titanic et ses 3 heures de film. Toutefois, le laserdisc a cet avantage technique par rapport à la VHS que la qualité des films est bien mieux rendue. Les masters sont très propres pour l'époque et il n'y a aucune perte de son. Et certes, ce rendu du grain à l'image pourra peut-être en rebuter certains, surtout à l'époque de la 4K et de la très haute définition, mais cela rend un charme de vieux cinéma et de vieux projecteurs. Et cette qualité visuelle rend plus justice à certains films, comme Highlander et son côté un peu kitsch dans les effets spéciaux et de manière générale, mais le Laserdisc ne trahit pas trop ces vieux effets spéciaux et bonifie encore plus le visionnage. Mais alors, pourquoi je vous parle de Laserdisc sachant que ça n'a strictement rien à voir avec le sujet de la vidéo? Eh ben déjà parce que ça fait un peu plaisir, et puis surtout je suis complètement fan de cet appareil, à tel point que, vous avez dû le comprendre, j'en ai racheté une d'occasion. Va falloir m'expliquer la logique d'acheter des vieilleries pareilles. Je t'emmerde. Et puis lorsque j'ai acheté ce matériel, un magasin d'occasion vendait des laserdiscs à 50 centimes l'unité, et c'est comme ça que j'ai pu me procurer la mutante. Et bon Dieu que je m'attendais pas à ce que j'allais découvrir. Eh ben punaise, c'est pas trop tôt. Bref, La Mutante est sortie le 7 juillet 1995 aux États-Unis et est réalisée par Roger Donaldson, qui est surtout connu pour avoir fait Cocktail, qui va asseoir un peu plus la popularité de Tom Cruise après ses premiers succès, bien que le film n'ait pas tant marché au niveau critique. Puis Donaldson fera juste après La Mutante l'excellent Le Pic de Dante, avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton. Le film parfait pour les multiples rediffusions à la télé, film de catastrophe qui excelle dans son genre grâce à sa progression crescendo dans le suspense et le grandiloquent du grand spectacle. Ça se répète un peu, non? Et qui sait parfaitement ménager ses effets et qui aura marqué plus d'un spectateur pour son réalisme et ses visuels assez chocs, ce qui en fait l'un des blockbusters ultimes de ces années-là, encore indémodable aujourd'hui. Donc, un réalisateur qui est un bon bosseur, qui n'est pas un auteur, mais qui est un bon faiseur, alors, est-ce que La Mutante va être de la même mouvance? Eh ben, on va vite le savoir. Le film commence par un générique des plus énergiques avec son fond étoilé au ralenti et sa musique répétitive qui n'inspire nullement ni la peur, ni l'inspiration. On a le temps de décrocher 14 fois avant de se souvenir qu'on regardait ça. Bref, dans un laboratoire fédéral de l'Utah, se trouve une petite fille enfermée et surveillée sous tous les bords par une équipe de scientifiques et par Finch, joué par Ben Kingsley. Alors qu'il est décidé qu'elle doit être tuée par du gaz, cela semble faire beaucoup de peine à Finch. Quelles sont ses relations entre ces deux personnages? Eh ben on n'a pas de temps de se les poser puisque la gamine pète la vitre et s'enfuit. Putain, je savais que j'aurais dû mettre des gardes. Bref, c'est le laboratoire le moins sécurisé de tous les temps. Elle parvient également à s'enfuir grâce à la magie du montage. Elle réussit quand même à leur mettre une distance pas possible. Et elle monte dans un train qui passait bien évidemment par là au même moment. Et elle a une vision chelou et rencontre un clodo chelou lui aussi.
J'ai beaucoup trop de questions là. On est bien d'accord que le film là essaie de nous dire que personne, mais genre personne de chez personne n'a vu la gamine rentrer dans le train. Genre vraiment personne. Ni les hélicos, ni l'armée, ni quoi que ce soit. Personne n'a vu une gamine qui trottinait à 2 à l'heure rentrer dans ce train. Ok, bon bah c'est ce que le film essaie de nous dire, ok d'accord. On m'a dit que 2 trains sont passés ici au moment même où elle s'est échappée. Comment ça, il y aurait eu 2 trains en même moment, mais on a bien vu, il n'y avait qu'une seule voie ferrée à l'image, mais qu'est-ce qu'il raconte l'autre langue? Oh là là. Vous croyez qu'elle a pu arriver si loin aussi rapidement? Elle est si rapide? Elle est très rapide. Ok, d'accord. Bon bah vu le niveau, c'est pas étonnant qu'elle s'en soit tirée si facilement. Bref, elle descend du train, vole un sac et découvre ce qu'est le capitalisme et la télévision. Tu vas voir, c'est super cool. Et des heures plus tard, putain de merde, les génies constatent leur incompétence et Ben Kingsley demande à avoir la meilleure équipe pour la traquer. Ouais, j'aurais aimé que ce soit ça aussi. Alors on nous présente Preston Lennox, joué par Michael Madsen, qui donne son chat à la voisine. Et waouh, c'est vraiment la pire présentation d'un personnage. Et ensuite, Dan, joué par Forest Whitaker, chez la psy la plus bizarre du monde, parce qu'elle remercie les gens de fumer. On m'appelle le barjot, le mec qui a fondu un fusible. Parce que je ressens des choses, c'est ça? Parce que je vibre? Il y a un homme qui va frapper à la porte. C'est pour moi. Alors, c'est une bonne introduction de personnage, hein, mais dans un scénario avec des trous aussi immenses que l'ego d'Emmanuel Macron, avoir un personnage qui a le pouvoir de lire le scénario à l'avance, pas sûr du combo. Bref, s'il a une vision symbolique d'elle échappant à un train des enfers, puis se réveille et sa peau commence à bouger, et des tentacules sortent d'elle dans une séquence pas mal foutue et réalisée, et se transforment en espèce de cocon d'où sort la gamine en adulte. Putain, c'est hardcore la puberté. Bref, Preston Lennox, qui est un tueur en freelance, arrive au laboratoire et rencontre Dan et les 2 autres. Et je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai oublié de les présenter, hein. C'est le film qui est fait comme ça. Non, parce que je vous vois venir. Bref, on a Forest Whitaker qui a le don de clairvoyance, un mec... Stephen Arden, professeur d'anthropologie comparée, spécialiste des comportements transculturels. Laura Baker, docteur en biologie moléculaire. Donc, que des personnes assises derrière un bureau, ça va être très pratique pour la chasse aux aliens. Bref, on nous explique que le laboratoire a reçu un appel extraterrestre il y a des années de ça, et que dedans, il y avait le code ADN des extraterrestres pouvant se mélanger au nôtre. Et bien sûr, ils ont plongé la tête la première, et que ça a permis d'avoir un ovule fécondé qui grandit très rapidement. C'est une fille. Oui, On s'était dit qu'en faisant une femelle, elle serait d'emblée plus docile, mieux contrôlable. Plus docile et mieux contrôlable, hein. Vous devriez sortir plus souvent, les mecs. Bref, l'extraterrestre docile, et pas si comme ça, s'avère être une prédatrice, et il est demandé à l'équipe de la retrouver et de la tuer. Donc une mission d'apparence simple, mais qui va exiger du... Vous êtes le seul... Enfin, non scientifique. Parmi nous, êtes-vous sûr d'avoir compris tout ce qui s'est dit? Je crois que oui. Vous avez créé un monstre, une mutante. Avec une drôle de formule qui vous est arrivée de l'espace. Elle a mis les voiles, et vous nous demandez de la trouver et de la tuer. C'est à peu près ça? Oui. Est-ce que le film vient de me traiter de débile? Bref, s'il arrive à Los Angeles, elle fait du shopping pour s'acheter une robe de mariage. Elle commence à être attirée pour faire des bébés et s'arrête dans une chambre d'hôtel où elle regarde encore la télévision et ses nombreuses publicités. Elle vit sa meilleure vie, quoi. Pendant ce temps, l'équipe tombe sur le corps de la contrôleuse. Il s'est passé un drame ici. Et comprennent que l'enfant a grandi, et ils commencent à faire des expériences pour mieux la comprendre. Sauf que, évidemment, ça foire parce que scénario de film d'horreur, et la bête grossit à vue d'œil. Faut sortir! Ouvrez la porte! Mort ou pas, ouvrez-leur la porte! C'est interdit, elle pourrait s'échapper, il me faut suivre les protocoles! Faut respecter le protocole, machin, je sais pas quoi. Par contre, après, je mélange de l'ADN extraterrestre avec de l'humain. Là, y a aucun risque, là, j'en ai rien à foutre. Bref, s'il va en boîte de nuit pour trouver un gars, et en trouve un facilement, et va chez lui pour se faire...
la chatte, mais au dernier moment se rétracte, ce qui ne fait pas plaisir au gars, mais à Seal non plus. Bah visiblement rouler une pelle c'était pas qu'une expression. Bref, les experts remontent sa piste grâce à sa méconnaissance du monde et que Mister J'ai lu le scénario dise où elle est pour découvrir le corps du bonhomme qui n'était pas le bon partenaire pour elle et comprennent ce que l'on sait déjà et décident de continuer à être complètement con en l'attendant pas dans sa chambre d'hôtel de manière discrète. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Avec mention. Bref, Seal se réveille de son rêve érotique et d'où sortent ces marques sur la voiture? Elles y étaient pas avant? On sait pas d'où qu'elles viennent. Non, tu vas pas me dire que... Eh ben ça, c'est ma nature de gonzesse, ça va tiens, hein. Elles savent pas conduire. Ensuite, Seal a une panne d'essence et est obligée de partir, mais elle a un accident de la route, se fait sauver par un preux chevalier blanc, mais ressort de l'hôpital quasi aussitôt avec son sauveur, tandis que les experts retrouvent la voiture et vont à l'hôpital. Bref, ils mènent l'enquête, Seal se débarrasse de son sauveur, il la retrouve, mais trop tard, et après un énième cliché de film d'horreur, Seal les a suivis et se retrouve sans explication dans une chambre avec une autre femme. Et décide de se couper un doigt, de le mettre dans son sac et de récupérer celui de la bonne femme. Elle pourra même plus le manger sur le pouce, la pauvre. Et me fomente un plan diabolique, et pendant ce temps, chez les experts, on glande à la boîte de nuit en espérant la retrouver. Mais Forest Whitaker sent que quelque chose ne va pas et décide d'aller dehors et tombe sur Seal. Bref, Seal s'échappe avec la bonne femme de la chambre et fait cracher la voiture dans un pylône électrique pour faire croire à sa mort. Et bien sûr, cela intrigue un peu tout le monde. Fitch, je sens un truc anormal. Monsieur, on a retrouvé ce qui ressemble à un pouce, tout près d'une des portières arrachées par le choc. Faites-moi voir. Elle a pu se coincer le doigt en essayant de sortir. Non, c'est clairement pas possible. Et alors que tout le monde aurait pu se demander pourquoi le cadavre qui a brûlé se trouvait à droite et pas à gauche dans le véhicule, Ben Kingsley dit que tout est fini. Et ça flirte et ça se prend une murge à l'hôtel, quand soudain, et v'là qui va là, c'est cette conne de Seal qui avait tout bien fait jusque là. T'avais plus qu'à te barrer maintenant, mais putain mais quelle conne. Alors, il essaye de justifier ça parce que, dans ses visions, Seal verrait le personnage de Michael Madsen et qu'elle voudrait coucher avec. Sauf que c'est quand même bien pratique pour ton scénario, ça, hein. Enfin, bref, elle essaye de mettre en place son plan, mais bon, Michael Madsen il s'en fout un peu parce qu'il a mieux à faire, alors elle rentre dans une autre chambre, tandis que Alfred Molina arrive. Mais comment êtes-vous entré? J'ai volé la clé. Quoi? Il y avait trop de monde, j'ai pas osé vous parler en bas. Alors je suis montée directement. Ah, la Bref, ils font l'amour, mais Dan sent un grand trouble dans la force et c'est que Seal est vivante et va prévenir Preston et Laura Baker, tandis qu'ils finissent enfin leurs emplettes. Puis Seal sent quelque chose dans son ventre et sait qu'elle a été fécondée à la grande surprise de Dan et se fait buter après avoir eu le plus bel orgasme de sa vie. Et ça, tout le monde peut pas s'en vanter. Bref, Seal s'échappe et ils la poursuivent dans les sous-sols de l'hôtel. Et putain mec, il existe une clé pour ouvrir une voiture et s'engouffre bien évidemment dans les égouts. Et oui, et attendez, c'est pas fini, parce que comme Dan a bu, il est pas sûr où Seal serait parti. Vous croyez? Eh ben pour moi ça me va. Vous croyez qu'elle est allée de ce côté? Vous n'en savez rien du tout. Vous n'en savez rien du tout. Je vais aller de ce côté. Vous venez avec moi. Je suis désolé, non. Personne fait deux groupes de deux à ce moment-là. Il y a déjà eu 8 morts. Hein? Faut deux groupes de deux un autre jour, hein? Bref, l'équipe fait donc le tour des égouts, et puis Ben Kingsley semble avoir un drôle de penchant pour les bulles, et paf, Seal la chope, et il vient effectivement de prouver que les pouvoirs de Dan puaient vraiment du derche, et le pire, c'est que le reste du groupe continue encore de l'écouter. Mais bon bref, Seal accouche difficilement, et donne enfin la vie. Mazel Tov, c'est un garçon. Enfin bref, il tombe dans un puits où il y a une réserve de pétrole parce que bon, on n'est plus à ça près. Dan trouve un tout petit enfant qui est malfaisant comme tous les gosses et bonjour aux images de synthèse des années 90 qui donnent envie de se crever les yeux. Et bref, évidemment, Laura se retrouve coincée comme une conne, Dan plagie le roi lion et Preston survit par la magie du scénario parce que s'il fait n'importe quoi et la déglingue par le pouvoir du deuxième amendement, mais en fait, évidemment, elle était pas morte.
C'était gentil de nous avoir rendu visite. Bref, toute la bande survit, mais attention, la menace n'est pas totalement vaincue dans 3, 2, 1... Et voilà, à peine prévisible. Ouais. Bon, je vais pas vous mentir non plus sur la qualité du produit, hein. C'était pas un mauvais film, hein, mais... il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un unijambiste, hein. Bon, on va pas étayer les problèmes de cohérence du scénario, les milliards de clichés et de stéréotypes de ce genre-là, parce que je crois qu'on a très bien compris. Pareil pour la réalisation qui tente des bonnes choses, hein, des scènes où il y a une certaine tension, mais dont le reste du temps c'est filmé classiquement, sans imagination, et la fin dans les égouts qui est un summum du manque d'implication dans le cadrage et le montage, parce que on se perd avec tout ce qui se passe. C'est d'autant plus drôle lorsqu'on lit l'arrière du laserdisc. La mutante joue sur les tableaux du charme et de l'effroi, jusqu'à l'hallucinante poursuite finale dans les égouts de Los Angeles. Ouais. On a fait des procès pour moins que ça, hein. Puis le casting s'en sort bien, parce qu'il donne une certaine profondeur à leur personnage malgré l'histoire, et il y a une bonne alchimie qui se dégage d'eux lors de la scène de l'hôtel. Et j'aime le côté détaché de Michael Madsen. Je sais pas s'il s'en fout ou s'il a voulu que son personnage soit détaché des événements avec son vécu, mais c'est assez marrant à voir. Et bon point pour Natasha Henstridge qui joue Syl adulte, dont c'était la première apparition au cinéma et qui a compris beaucoup de subtilité du personnage. Les costumes stylés et marquants des extraterrestres de Syl, designés par H.R. Giger, le même qui a fait l'alien de... Alien, et c'est plutôt bien réfléchi quand on y pense. Parce que oui, les films d'horreur les plus réussis, ou du moins ceux qui sont les plus intéressants, sont ceux qui ont un fond dans leur histoire. Ou du moins ceux qui essayent d'en avoir un. Et la mutante fait partie de cette catégorie. Et c'est pas des conneries. La mutante, derrière tout son scénario micmac, décortique la vision de la femme et du rapport homme-femme dans notre société, et plus précisément comment tout cela est vu par la société contemporaine. Et la première scène assez frappante, c'est quand Syl regarde la télévision et tout ce que cela véhicule comme image de la jante féminine. Il y a des beaux garçons, de l'amour hétérosexuel, et elle est enjouée en voyant ça, parce que c'est encore une enfant dans sa tête. Ce qui expliquerait pourquoi elle achète une robe de mariée d'ailleurs. Mais en partant de ça, on voit une alien analyser notre comportement et qui en déduit les codes et ce qu'il faut faire pour paraître comme un être humain normal, cherchant un but dans sa vie. Je sais pas pourquoi je suis ici. J'ignore ce qu'on attend de moi et à quoi j'obéis. Et vous? Et ça c'est très intéressant comme approche. Parce que du coup, dans le même film, on voit une femme qui se fait forcer par un homme à lui faire l'amour et qui ressent une pression de sa société et de la nôtre à vouloir procréer et à donner la vie. Parce que, en sous-texte, on dit que c'est un raisonnement biologique. Et donc, quand on ramène tout ça à l'équipe des experts, avec Fitch qui a un raisonnement arriéré en pensant qu'une femme serait plus docile à exploiter, et le Quator qui montre une femme entourée de 3 hommes. Un qui s'en fout d'elle, l'autre qui réussit à la séduire parce que leurs personnalités sont compatibles, et le dernier qui n'a pas totalement confiance en lui, que personne ne respecte vraiment et qui se prend râteau sur râteau. Je vous invite à dîner? Non, merci, je suis morte. Il vaut mieux que j'essaie de dormir un peu. Bonne nuit. Ouais, à demain. Je veux bien dîner avec toi, moi. Merci, Dan. Et puis, H.R. Giger travaille beaucoup les symboles phalliques sexuels et plus communément le rapport au viol. Parce que l'alien de Alien, c'est une insémination forcée pour donner naissance à une créature avec une énorme queue et 2 bouches. Et bah, dans La Mutante, avec le design de Syl qui est à la fois très organique et très porté sur les tentacules, conjugué avec toutes les thématiques brassées jusque-là, c'est plutôt bien vu, parce que ça apporte une véritable continuité au film. D'ailleurs, fait amusant, Giger n'aimait tellement pas le résultat parce que ça lui rappelait trop son Alien justement, et qu'il trouvait que le final faisait énormément penser à ceux d'Alien 3 de David Fincher et du Terminator 2 de James Cameron, et que c'est même lui qui a suggéré d'achever Syl d'un coup à la tête. Mais concrètement, l'expérience fut plus que mitigée pour Giger. Nombre de ses idées furent rejetées, comme l'évolution du design de Syl qui devait passer par plusieurs couleurs en fonction de ses humeurs, et son squelette qui devait être beaucoup plus transparent. Et même l'idée de la langue mortelle de Syl qui devient juste ici une simple réutilisation de la langue d'Alien qui perfore les crânes. Et d'ailleurs même l'idée des scènes de train dans les visions de Syl n'était pas du tout prévue à la base. C'est Giger qui a mis 100 000 $ de sa poche pour pouvoir concrétiser cette séquence, parce qu'il croyait vraiment à l'importance symbolique de cette scène et de l'effet que cela allait procurer, pour que le montage final coupe toutes les lampes de cette scène. Giger voulait vraiment se surpasser en proposant moultes idées et même des scènes entières, mais les studios étaient trop frileux et ont décidé donc de faire comme d'habitude.
qui résume bien l'ensemble du film. Donc ces thématiques cachées ne rendent pas le film meilleur, mais ça le rend plus riche et un peu plus cohérent dans la réaction de certains personnages, comme le fait est que Dan couche avec Sil sans se poser de questions, ou le fait est que Sil passe d'enfant ignorant à femme fatale. Et d'ailleurs même on pourrait qualifier et même dire que ce film est un peu féministe. Le féminisme quoi? Ça se mange ce truc? Ouais, si les scénaristes avaient été moins torchés, ça aurait pu totalement abonder dans ce sens, du moins en profondeur, mais... Punaise, dire qu'il y a eu besoin de 8 versions du script pour aboutir à ça, quoi. Mais pourtant, au fond de vous, je suis sûr que vous devez vous demander comment ce film a été reçu à l'époque de sa sortie. Non. Pas du tout. Eh bien, il faut savoir que malgré des critiques négatives, voire mitigées, à juste titre à cause de son manque d'ambition, La Mutante sera une vraie grosse attente aux États-Unis et sera un carton. Pour un budget de 35 millions de dollars, il rapportera 113 millions dans le monde, rien que 60 aux États-Unis, ce qui est un très bon score étant donné que c'est un film rated R, c'est-à-dire interdit aux mineurs non accompagnés. Et à votre avis, pourquoi le film a fait autant parler de lui? Eh ben... I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Bizarrement, je vois pas pourquoi. Cochon, va. Et donc, face à un tel engouement, Hollywood va donc logiquement produire une suite 3 ans plus tard, cette fois-ci non pas réalisée par Roger Donaldson, mais plutôt par Peter Medak. Et est-ce qu'on pouvait encore raconter quelque chose après un premier film aussi bancal? Bah, c'est toute la question. Donc, La Mutante 2 se passe quelques années après le premier volet et raconte l'histoire d'une équipe d'astronautes revenant de mission sur Mars et qui ramène une espèce de créature liquide qui les contamine, et puis ensuite... Ok, d'accord, why not? Donc, nous faisons la connaissance d'Eve, qui est donc la clone de Sil. This is a man's world. This is a man's world. Non, toujours pas ce Sil-là. Eve qui a été recréée par Laura Baker dans le but de prévenir d'une prochaine invasion extraterrestre et donc de chercher un moyen de les neutraliser. Mais le souci c'est que les molécules aliens s'adaptent au moins de problèmes, ce qui rend leur extermination beaucoup plus difficile. D'autant que Eve ne doit voir aucun homme pour pas réveiller ses pulsions, qu'elle est totalement isolée du monde extérieur, qu'elle ne peut voir que par la télévision. Il faut que vous sachiez, Eve, que je n'ai accepté ce travail que pour m'assurer que toutes ces expérimentations vous respecteraient et vous épargneraient. Souvenez-vous que je suis également humaine, voulez-vous? Et déjà à partir de ce moment-là, le film on va balayer tout le premier. Il y a des gardes au cas où, on fait de la prévention, on la traite beaucoup mieux, on l'éduque, et on décide de jouer sur l'ambiguïté de sa nature. Putain de merde, c'était pas compliqué! Bref, les astronautes sont au retour sur Terre et sont auscultés pour vérifier que tout va bien. Vous êtes en quarantaine, monsieur Gamble. Aucune activité sexuelle avant, disons, 10 jours minimum, et ce pour tous les 3. Ah, non, vous plaisantez ou quoi? Ok, je vais dire ce que j'ai dit parce que... Pour être sûr qu'ils s'abstiennent, ça serait pas mieux de faire genre... une vraie quarantaine? Bref, on apprend que Patrick est le génial fils du sénateur en lice pour la présidentielle et délivre un discours des plus inspirants en parlant de la Terre. La planète bleue des hommes. Magnifique. Si frêle et ténue dans l'espace. Et alors, je me suis dit qu'il faut être attentif à ne pas détruire tout ce que Dieu a créé sur Terre. Je crois, considérant notre futur, que notre plus grande mission sera chez nous. Je vais manger vos âmes. Bref, Patrick couche avec 2 femmes et comme dans le premier, le cycle de reproduction est en avance rapide et les femmes accouchent d'enfants façon alien. Oui, c'est toujours bon de rappeler que Giger a bossé sur le premier. Bande d'hypocrites. Bref, Eve a senti ce moment se passer, tandis que Patrick ramène sa progéniture dans la grange familiale, mais le lendemain, Patrick prend peur et ne se souvient plus de la soirée et en fait part à son père. Non, attendez, écoutez un peu, je me sens mal, j'ai comme une espèce de dépression nerveuse. Je vous en prie, arrêtez un peu de penser à la politique et aidez-moi, d'accord? Arrête ça, bon Dieu. Arrête de faire des caprices d'enfant gâté. Tu es un Ross, comporte-toi en Ross. Oh, ce que tu as accompli, je le sais. Et à vrai dire, j'en ai rien à faire, petit. Papa. Mais j'en ai trop vu de ces jeunes gens pleins d'avenir, aux carrières prometteuses, qui bousillaient tout à cause d'une paire de fesses.
Tu seras sûrement président des États-Unis un de ces 4 matins. Viens. Allons faire un tour dans la galerie. Certains de mes illustres collègues ont très hâte d'avoir enfin ton autographe. Et là, la menace extraterrestre est encore un bon prétexte métaphorique pour parler de la pression sociale et de la réussite vis-à-vis de la famille et de la société, ce qui peut en résulter en dépression, voire en gros pétage de câble. Cela renvoie encore à une grosse critique envers les États-Unis et de l'esprit entreprenant self-made man couplé à la politique qui peut dénigrer ce qui fait de nous des humains. Et tout le film parle donc de ça, d'une icône des États-Unis qui vrille, qui se met à violer et tuer des jeunes femmes parce que sa vie ne lui correspond pas et qu'on essaie de lui bricoler une fausse image de lui. Et une autre scène plus tard résume bien ça, c'est quand le père comprend ce qu'il a fait, qu'il cherche à s'excuser de son comportement et lui dit qu'il lui trouvera les meilleurs soins. On peut voir ça comme une métaphore des MST, mais aussi de l'homosexualité et donc par extension du sida, et aussi des rapports père-fils, même mère-fille avec Eve et Laura Baker, et je trouve que c'est le meilleur attrait du film, et qu'il rend beaucoup plus profond que le premier. C'est pas toi qui surinterprète? Mais pas du tout, voyons. En fait, tu savais que Teletubbies, c'était une grosse critique du mouvement hippie des années 60 ? De quoi? Moi perso, je vois aucune différence entre les deux. Donc, après que le médecin ait analysé le sang des astronautes et se rend compte que leur sang est contaminé, le liquide le tue. Et l'armée en conclut qu'il y a donc un autre alien en ville et que pour pouvoir l'attraper, on appelle le meilleur des meilleurs. Et ne me demandez pas où est passé le personnage de Forest Whitaker, j'en sais absolument rien. Mais son personnage aurait fait doublon et n'aurait pas servi à grand chose dans ce deuxième film comme vous verrez. Pour le peu qui servait déjà, mais bon. Bref, alors qu'on voit la lumière du projecteur dans ses lunettes, Lennox accepte de revenir et apprend l'existence d'Eve et enquête avec Laura Baker et remonte la piste d'un scientifique enfermé qui avait prévenu l'armée de ne pas aller sur Mars pour éviter tout risque biologique. Et ils doivent se dépêcher pour analyser à nouveau le sang des astronautes parce que la quarantaine sexuelle s'arrête ce soir-là. Ce qui est complètement con encore, parce que si tu voulais pas qu'ils copulent avant la fin de cette quarantaine, ça aurait pas été mieux de les garder genre en quarantaine? Orinsky, la première astronaute, meurt après un rapport avec son mari, tandis que Gumball est appréhendé juste avant et son sang est testé et il est négatif. Alors que Patrick se réveille, il constate la mort de sa compagne et qu'il a à nouveau un fils. Il va donc pour se suicider, refusant ce qu'il est en train de devenir et se tire une balle devant Gumball. Et comme il est infecté, il se régénère dans ce très beau plan circulaire qui a certes vieilli techniquement, mais qui symbolise la naissance du nouveau Patrick, se laissant abandonner à ses pulsions. Bref, on le suit à la recherche de nouvelles proies dans des plans à point de vue subjectif très réussis. Et cette scène qui réutilise le même procédé, en plus de ce plan qui lui coupe jusqu'à la tête, renforçant un sentiment de danger imminent. Et pendant ce temps-là, Lennox et Gumball enquêtent, mais ça donne rien de concret. Alors que l'armée suggère de réveiller les gènes extraterrestres d'Eve dans un cyclotron pour retrouver Patrick car il semble connecté, ils le font malgré les avertissements de Laura. Et dans cette scène encore réussie, où la caméra pivote pour montrer les bouleversements d'Eve avec un montage cut pour insister sur sa seconde nature, pour finir sur ses yeux à l'endroit et enchaîner avec le même gros plan regard sur Patrick. Et encore une fois, tout le film traite donc du regard, aussi bien littéralement que symboliquement. Le regard des autres, le regard sur soi et le regard que partage un couple. Donc, grâce à Eve, Lennox et Gumball retrouvent Patrick dans une supérette en train de s'ajouer ailleurs, en poursuivant une femme qu'il séduit, en posant juste à côté des céréales où il est dessus. Et ce plan est tellement ironique, bordel. Et doivent le retrouver dans le magasin, quitte à braquer des employés déjà sous-payés. Bref, une course-poursuite s'engage, et j'aurais pu y croire par contre si Lennox et Gumball ne couraient pas à 2 à l'heure, et que la réelle et le montage étaient plus dynamiques ici pour insuffler une quelconque tension. Non mais bordel, c'est un gag de dessin animé ça. Mais c'est un gag de dessin animé. Patrick se rend compte de sa connexion avec Eve et sait où elle se trouve, mais se laisse capturer pour se rendre au labo. Et évidemment, Patrick et Eve sont en chaleur, se trouvent, mais il échoue à la rejoindre et est obligé de fuir. Et alors là, les gardes, les munitions... Tout ça, ça n'a jamais existé.
Bref, alors que Eve rejette Gumball, celui-ci révèle qu'il a une maladie génétique sans en être malade, ce qui explique pourquoi il n'a pas été infecté, car le virus extraterrestre est sensible à toute maladie, ce qui est raccord avec le premier, et ils tiennent la solution pour les exterminer. Tandis qu'on prévient le sénateur des actes de son fils et qu'il refuse bien évidemment de le laisser tuer pour couvrir la gloire nationale, et finit par le retrouver pour se faire pardonner d'avoir été un gros con et se fait tuer. Finalement, Eve, reboostée après le cyclotron, s'évade du labo malgré la pluie de balles infernales. J'y comprends plus rien la sécurité dans ces films. Elle est sauvée grâce à ses pouvoirs et à la magie du montage inversé. Si, regardez bien l'image. Et on retrouve Patrick dans la grange familiale et l'armée au nombre de 3 l'a suivi. La copulation peut commencer tandis que le vaccin est vaporisé sur les cocons qui fait effet. Les Nox retrouvent le couple qui se sont transformés dans leur vraie forme, et alors que Laura lui rappelle sa nature humaine à Eve, cette dernière change de camp sans raison et se fait violer à mort. Mais alors que Laura asperge le produit à l'espèce de... prédachien, Gumball se fait transpercer la jambe sans pression pour imbiber un râteau de son sang pour pouvoir tuer Patrick. Bah ouais, pas besoin de mitrailler toute bazooka pour désinguer de l'alien, suffit juste d'avoir du sang de donneur universel, ça fera amplement le taf. Et d'ailleurs, pourquoi pas la prochaine fois tester des lingettes hygiéniques? Et pourquoi pas d'ailleurs des tampons usagés? Bref, Eve est morte, on rapatrie Gumball dans un hélico où il est accueilli par évidemment une belle demoiselle, et regardez-moi cette tête qui mérite d'être animote sur Twitch, mais dans le camion, un chat apparaît de nulle part, et un gamin aussi, what the fuck, tandis que le ventre d'Eve grossit pour donner place à sa progéniture parfaite, et c'est la fin du film. Oh putain, le bigot de film d'horreur, toi. Il vient d'où le gamin? Je veux dire, on les a vus asperger tous les cocons. Il était caché où? Puis, admettons, il n'était pas dans un cocon. Personne n'a vu un gamin monter dans le camion et puis même n'a vu qu'il était caché là-dedans. Je veux dire, c'est tellement dommage. Je veux dire, tout se tenait à peu près bien, à part quelques bêtises dans le scénario, mais ce dernier acte et cette fin, tout part en sucette. Et le rat? Quoi? Quel rat? Bah le rat. À la fin du premier film. Le rat. Oh putain. Oh oui, c'est vrai, oui. Alors, il est vrai que dans une des premières versions du scénario, le rat était l'élément déclencheur de l'histoire. Mais il a été rejeté, préférant se concentrer sur le potentiel des deux formes d'aliens dans le même film. Mais Peter Medak l'avouera lui-même que si cette suite est un échec, c'est avant tout parce qu'elle ne prend pas en compte la fin de l'original et que les gens avaient trop d'attentes là-dessus. Ce qui est un peu con du coup alors de refaire le coup de la fausse fin typique des films d'horreur. Mais bon, La Mutante 2, aussi faux que cela puisse paraître, est un bien meilleur film que son prédécesseur. Les thématiques sont plus creusées et plus raccord avec le sujet, et surtout une intrigue bien plus fluide qui se permet en tarabiscotage de péripéties tirées par les cheveux que le premier. Les effets spéciaux sont vraiment de bonne facture, et à part quelques images de synthèse qui sentent bon l'époque, le tout n'a pas spécialement pris une ride incroyablement. Tous les effets pratiques sont judicieusement exécutés et sont même assez généreux pour apporter l'ambiance organique et sale du film. Et même l'espèce de prédachien est plutôt bien rendu et détaillé. Le casting se débrouille encore pas trop mal et Natasha Henstridge en tête parce que son jeu est plus varié et qu'elle est impliquée dans sa nature ambiguë d'humain extraterrestre qui n'est pas uniquement cantonnée à être la chaudasse de service, puisque tout le scénario ne demande qu'à mieux la traiter. Même si bon, Justine Lazare qui joue Patrick oscille entre le surjeu et le monolithisme, même si je suppose que c'est un parti pris pour insister sur sa transformation psychologique. Mais mon chouchou restera encore Malcolm Madsen, qui en a encore rien moins à foutre que dans le premier. C'est dingue de le voir aussi flegmatique et autant détaché tout le long du film. Il ressent mais genre aucune émotion, il a aucune motivation d'être là. Chose amusante, il aurait déclaré à propos de ce film, La Mutante 2, c'est de la merde. On appréciera une certaine honnêteté de sa part, mais je reste persuadé que son recrutement pour ce deuxième opus s'est passé comme ça. $1 million, net d'impôts. Tu ne veux pas reconsidérer, tu es sûr? Et, je ne vais pas le redire, mais la réalisation a quand même de chouettes idées visuelles pour en transcrire toutes ces thématiques. Et c'est pour ça que je vous recommande par la même occasion The Chanceling ou L'Enfant du Diable en français, réalisé par le même Peter Medak en 1980. Un excellent film d'épouvante qui s'est déjoué toutes les attentes grâce à sa réalisation efficace et surprenante. Alors, je ne vous dis rien parce que tout le film se base sur la surprise. Alors, faites-moi confiance, allez-y les yeux fermés quoi.
Enfin, pas trop fermé parce que du coup, il faut voir un film. Enfin, bref, vous m'avez compris. Et justement, quand il s'agit de La Mutante 2, on retrouve bien certains gimmicks quand elle est pas en mode pilotage automatique, en mode veille, qui n'a clairement aucune idée pour filmer une scène. Rien que la fin avec ce plan large qui dure beaucoup trop longtemps, et où les Nox et Laura sont sans cesse parler, mais qu'on les voit muets comme des carpes. Manquerait plus qu'on leur donne des épées, et comme ça donnera un film de carpe et d'épée. J'étais fier de toi. Et j'ai même pas honte. Mais bon, évidemment, le film avait moins d'attente et fut ironiquement encore moins apprécié que le premier. Pour un budget de 35 millions de dollars, il n'en rapportera que 26 pauvres millions de dollars au total, faisant de cette suite un échec commercial. Ce qui explique pourquoi les deux autres suites sortiront directement en vidéo. Et oui, deux suites. Bon, je vais pas m'étaler dessus parce que, dans le fond, ce sont des gros téléfilms en puissance où le budget est parti en fumée, faisant fondre en même temps la cohérence de ces films, réussissant quand même à être de moins en bon à chaque fois. Même si le troisième tente des choses parce qu'il dure presque 2 heures, là où le 4 enchaîne les scènes avec son intrigue inintéressante au possible et qui n'a plus rien à voir avec les précédents films. Et puis bon, certes, pour passer après Anastasia Entrich, oh là, je leur souhaite bien du courage, il leur faudra bien ça... Le nounou. Eh ben, on est vraiment tombé bien bas. S'il n'y a pas un pic d'audience sur cette vidéo, en tout cas, il y aura un pic d'audience dans le slip de notre audimat. Les nichons. Les nichons. Alors, déjà, je te parlais pas. Ici, on respecte la gente féminine, hein. Et puis surtout, on est là pour partager des choses positives avec le public. Ah oui. Et à part les nichons? Eh ben tiens, voilà, j'ai encore des pubs des années 90. Voilà, ça fera monter des souvenirs agréables. Si savoir que la Citroën ZX est reconnue par certains journalistes comme la meilleure voiture de sa catégorie ne vous suffit pas, sachez que cette femme attachante, qui fait 90, 60, 90, qui réussit à merveille le soufflet et la quiche lorraine, est follement attirée par tous ceux qui possèdent une Citroën ZX. À bon entendeur, salut. Ok, la nostalgie, c'est vraiment une pute.